Dans mes dernières vidéos, on a testé le modèle Minimax et GLM et chaque fois, on a ce benchmark. Donc par exemple, avec Minimax 2.5, on a ici SWE Bench Verified où on peut voir qu'on a l'impression, quand on vient lire ce benchmark, que le modèle Minimax serait aussi bon que le modèle d'OpenAI, etc. Même meilleur que le modèle d'OpenAI. Et bien dans cette vidéo, je vais te montrer que ce benchmark est peut-être un énorme scam et les Chinois et les modèles chinois et même OpenAI et toutes les entreprises utilisent les benchmarks pour vous tromper et vous faire croire qu'il y a des meilleurs résultats ou quoi. On peut le voir juste ici, quand on avait fait cette vidéo, on avait vu ce graphique qui était plutôt impressionnant où en fait on se rend compte que d'après SWE Bench, donc ce benchmark, on va parler de ça dans la vidéo, reste bien avec moi, on peut voir que ce modèle M1, M2, M2.5, il est arrivé au niveau de Opus en seulement quelques mois. Et là on se dit mais comment les Chinois font pour être aussi bien? Et le plus fou, c'est que quand on utilise ces modèles, quand on regarde la vidéo, on comprend pas trop parce que malgré que on a ce modèle super puissant, on se rend compte qu'on a un modèle qui est incapable et bien moins bon que les modèles américains, Anthropic, etc. Et donc, dans cette vidéo, on va parler de ce SWE Bench et je vais exactement t'expliquer qu'est-ce qui se passe. Donc il y a David Ondrage là avec ce tweet juste ici que j'ai traduit en français. Ce nouveau benchmark IA change tout. Tout le monde pense que la course à l'IA est serrée. C'est faux. Un nouveau benchmark appelé SW Rebench vient de sortir et il prouve que beaucoup de labs chinois optimisent leurs modèles sur les benchmarks populaires. Donc, faut comprendre un peu l'arnaque des benchmarks. Comment ça marche? Tu crées un test standardisé. Tu le donnes à tous les modèles et le meilleur modèle qui a les meilleurs résultats gagne. Sauf que les questions sont publiques. Et donc, pour comprendre ça, il faut qu'on comprenne ce SWE Bench. Ce SWE Bench, c'est ce site-là. Et ça a été introduit, je crois, par OpenAI. Non, OpenAI a introduit SWE Bench Verify. Qu'est-ce que c'est ce SWE Bench et comment ça fonctionne? En gros, j'ai fait un schéma juste ici. SWE Bench, c'est 2500 vrais issues GitHub. Donc, il y a des repos open source qui ont des issues et tous les jours, il y a des solutions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'issue, donc le problème, et la codebase avant que l'issue soit résolue, et on va demander au modèle de résoudre cette issue. Ensuite, il va faire une pull request, et dans son code final, avec le fix, on va effectuer les tests qui vérifient si l'issue a bien été corrigée. Si le test est vert, c'est que c'est OK. Si le test est rouge, c'est que c'est pas OK. Mais maintenant, quand j'ai vu ça et que je discutais pour comprendre un petit peu comment ça fonctionnait, je me disais, mais comment est-ce qu'on fait les tests? Parce que s'il y a une issue, comment est-ce qu'on va faire les tests? Et bien, ce qu'ils ont fait, c'est que d'abord, on va prendre toutes les issues qui ont été corrigées par des humains. Donc, il y a plein de pull requests qui ont été faites avec des humains. Les humains, quand ils font leur issue et qu'ils résolvent leur problème, ils ont un code avant, puis ils ont leur pull request, et dans la pull request, il y a le code corrigé, donc avec l'issue qui a été résolue, et il y a le test unitaire qui a été écrit par un humain, et dans ce test unitaire, on y trouve la vérification que le code fonctionne parce que les tests sont verts. Et après, on merge la pull request et donc ça a corrigé. Et bien, comment est-ce qu'on va tester l'IA? On va prendre le code avant, donc le même code. On va demander à l'IA de corriger. On va récupérer le fixe de l'IA. Et sur le code fixé par l'IA, on va récupérer les tests de la pull request, donc ici de l'humain. On va récupérer ces tests pour venir corriger et vérifier que le code de l'IA a fonctionné. Et donc, quand on voit ce pourcentage ici sur le leaderboard, 64%, ça veut dire que sur ces 2500 issues qu'on a données à l'IA, donc ici, bash only, alors voilà, on peut faire verify. Pourquoi verify? Il y a try. Ok, bon, verify, c'est un bordel son nom, donc on va faire le bash only, ça va être plus simple. On peut voir ici qu'il y a 64% des issues qu'on a vues juste ici, qui sont résolues, que l'IA a fait un fixe qui fait que les tests humains passent. Ensuite, quand on fait ça sur toutes les pull requests récentes, on se retrouve avec un pourcentage. Donc ici, Opus résout 64,4% de ces issues. Et là, tu te dis, mais Melvin, qui sont ces issues? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces issues de SWE test juste ici, ont été choisies par un humain. Donc ici,
C'est le papier ici qui a été publié en 2024. Donc on peut voir, est-ce qu'on reconnaît des noms? Non, bon, c'est pas grave. On peut voir ici exactement ce que j'ai dit donc sur le document un petit peu professionnel. On a des issues, donc il y a une code base. On prend le modèle et on effectue tous les tests. Donc tu vois qu'ici on a le schéma que je t'ai montré juste avant. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré 12 popular repositories qui ont que du code en Python. Donc ce test, c'est vraiment un test de code Python. On attribue des filters, donc résout une issue et contribution, contribute test. Et ensuite, on exécute les filters. Donc, on a des issues donc ici de Django, Astropy, X-Ray, Simpy, Phoenix, Seaborn, Skillin, Request, Pytest, Pylint et Flask. Et donc, on a toutes ces issues-là qui vont nous permettre de faire le test. Donc ça, c'est pour SW Bench. Et on peut voir ici qu'on a aussi les données faites par OpenAI, donc ici qui sont un dataset dans Hugging Face, où on peut voir ici qu'en fait on a toutes les données. Alors là, c'est un peu le bordel à venir comprendre. On peut aller dans Data Studio. Mais ici, on a le guide diff, le repository, le changement qu'il faut faire, le test, etc., etc., avec des dizaines et des dizaines de pages pour venir exécuter ce test sur le modèle qu'on aurait créé. Donc ça, c'est comme ça que fonctionne le SW Bench. Ça, c'était la base. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ces questions, ce dataset, il est statique. Il a été créé à une certaine date. Peut-être qu'on peut le voir. Donc celui-ci, bon, on n'a pas les informations, file et version, mais voilà, il a été upload il y a 12 mois. Et depuis, ça n'a pas trop changé. Donc c'est un repository GitHub, hein, donc on peut aller voir facilement. Et depuis, le dataset n'a pas été changé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a vu tout ça, eh ben, c'est que si tu es un lab avec un peu moins de ressources que les Américains qui ont des milliards et des milliards à mettre, t'entraînes juste ton modèle sur les réponses du test. Et oui, parce que si tu as les questions du test, qu'on a juste ici, toi aussi tu peux y accéder, hein, SW Bench Verified. Donc le Verified, c'est d'ailleurs celui qui est juste ici, hein, SW Bench Verified. Tu prends ces questions, tu prends les réponses et tu entraînes ton modèle comme un fou furieux sur ces questions et sur du code Django. Ça fait que ton modèle, il explose en productivité et on a l'impression que ton modèle, c'est le modèle de l'année qui sait tout faire, qui est incroyable et qui est vraiment intelligent. Et donc, on pourrait se dire que ces modèles chinois scorent bien maintenant sur SW Bench parce qu'ils y sont tous mis. Tu scores bien, mais ton modèle n'est pas plus intelligent, il a juste mémorisé les réponses. C'est exactement ce qui se passe. Donc, SW Bench, c'est le coding de référence, le benchmark de code de référence. C'est chaque fois celui où on peut voir qui ment le moins. Et le problème, c'est qu'il est saturé. Les questions sont publiques depuis trop longtemps. C'est-à-dire que n'importe qui peut accéder aux questions. Il faut savoir que c'est un vrai enjeu pour les labs de benchmark de venir s'assurer que les gens n'ont pas accès aux questions. Et ici, ce n'est pas le cas parce que c'est un benchmark un peu open source et tout ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une entreprise qui a créé Rebench. Il a pris la même méthodologie, donc le même procédé scientifique ici qui a été fait pour les tests, mais ils se sont dit, au lieu de venir récupérer les issues une fois dans l'année, on va venir récupérer des issues sur un laps de temps. Donc on avait vu, on avait SW Bench qui est sur 2500 issues, SW Bench Verify qui est sur 500 issues, un peu plus handpick par un humain. Et ensuite, SW Rebench, en fait, tu prends une date from to. Tous les jours, il récupère des nouvelles issues et scrape des nouvelles issues. Et ensuite, tu prends une date from to et tu regardes si le test est capable de réaliser ces issues. Chaque fois qu'il y a des nouvelles issues, tu relances le modèle là-dessus. Et comme ça, en fait, tu t'assures que, tout simplement dans la timeline, s'il y a une issue qui a été faite ici et que le modèle est relays là, donc là, il y a l'issue et le modèle est relays ici, et ben tu peux dire que le modèle a été entraîné sur l'issue vu que le modèle a été sorti après. Si maintenant tu fais le même test mais qu'on fait l'issue ici, si le modèle est capable de résoudre cette issue, c'est qu'il a fait preuve de vraie connaissance et résolution du problème, ce qui a permis au modèle ici de venir corriger l'issue. Et donc Rebench, c'est exactement ça. Et là, quand on regarde les scores, donc quand on compare notre ami Minimax là en mode flexeur à dire que voilà, ils sont arrivés au niveau d'Opus fin du game, dans 3 mois on sera les leaders mondiaux, et bien là on se rend compte que si on prend les issues du 1er janvier au 1er février,
Et quand on vient regarder les résultats, eh ben on se retrouve avec des résultats qui n'ont rien à voir. Claude Code a 52,9 d'issues qui passent. Donc, c'est-à-dire que c'est le meilleur environnement pour résoudre les issues. Resolved rate 1% passe et le coût par problème 3,50 $. Token par problème 2 millions et Cage Token 92. Ensuite, il y a Claude Opus, GPT 5.2, GPT 5.2, GPT 5.1, Claude Sonnet, Claude 3 Pro Preview, Claude 3 Flash Preview. On peut voir d'ailleurs qu'ils ont le même résultat ici. GPT-5.2 Codex. Ensuite, il y a Codex ici qui est à la 10e place. Claude Opus 4.5 qui est à la 11e place. Et là, Kimi 2 qui se retrouve Opus à 51%. Donc ici, on a un autre bouton. Voilà. Et là, on se rend compte qu'on a Anthropic, OpenAI, Anthropic, Google, OpenAI. Et ensuite, ici, on a Anthropic. Et ici, uniquement, on a Kimi K2. Donc là, malheureusement, on n'a pas le Kimi K2.5. Bon, Kimi K2.5 est en fait encore moins bon. Ensuite, on a GLM5 ici qui score à 42% contre 52%. Donc, il y a quand même un delta de 10% qui a été mis ici dans la phase de GLM5. Et Minimax M2.5, il est à 39,6%. À noter quand même, pour être honnête avec vous, qu'un des devs de Minimax a répondu juste ici. Donc, Pengyu Zhao, LLM Lead, Minimax Agent, voilà, celui-ci. Il a partagé un petit article ici qui dit qu'il n'y a pas le interleave thinking, n'a pas été mis dans l'API, donc ce qui peut avoir fait des dégradations du code performance, etc. Donc voilà, évidemment, il y a toujours des différences avec tout ça, mais on peut voir ici qu'on a déjà une grosse différence ici avec les différents modèles qui sont juste là. Ensuite, on peut voir qu'il y avait des autres tests ici dans une autre période de date, parce que du coup, à chaque période de date, les modèles peuvent monter, descendre. Mais ce qui est intéressant, c'est pas vraiment le pourcentage, vu qu'en fait, les tests changent. Et donc, ce benchmark, il faut le lire un peu différemment, parce que effectivement, si on lui met des issues plus compliquées, plus simples, le pourcentage va changer, parce que ici, tu vois qu'on peut changer les dates. Et quand on change les dates, on peut avoir des résultats différents. Tu vois qu'ici, je peux mettre 2 dates différentes et on va se retrouver avec des résultats différents. Ce qui est intéressant ici, c'est surtout regarder le ratio. Donc ici, on a Kimi K2 Thinking et GLM 4.5 qui est à 51 contre 63%. Donc on a une consistance dans le fait que Opus 4.5 est meilleur de la même manière que Opus 4.5 est meilleur que GPT 5.2. Et donc là, il y a quand même une petite question que moi je me suis posée quand j'ai vu ce benchmark, c'est pourquoi il y a Claude Code et pourquoi il y a Codex. Alors, il faut savoir que la Claude Code, c'est la méthodologie qui follow Anthropic, les règles par défaut d'Anthropic, c'est-à-dire modèle Opus. Les tools autorisés sont Bash, Read, Write, Edit, permission mode Accept Edit, output format, Stream.json, Verbose, et ils utilisent le modèle par défaut, etc. Donc ça, c'est la méthode de Claude Code. Et la méthode de Codex, c'est 5.2 avec 5.dex, YOLO, JSON. Et une fois qu'il y a GPT 5.3, ils vont rajouter le test. Et on a aussi quelques autres informations. On a typiquement les modèles en rouge, qui veut dire que le modèle est sorti après la date des données. Donc là, les données s'arrêtent en 1er février. Vu que Opus est sorti après le 1er février, il a pu être potentiellement corrompu. C'est-à-dire qu'il aurait déjà été entraîné avec les derniers bouts de code et c'est pour ça qu'il réussit mieux. C'est pour ça qu'ici, on a toujours les petits graphiques qui s'affichent un petit peu en insight. On peut aussi voir le cost per problème qui est intéressant parce que ici, Claude Code 3,50 $. Si on regarde un Kimi K2 Thinking, il est à 42 centimes, donc il a quand même des avantages. GLM 45 centimes, etc., etc. Même si tous ces modèles sont en rouge parce qu'ils ont pu être corrompus, comme on a dit juste avant. Et les modèles en orange ici, c'est ceux qui n'ont pas été testés. Donc on a un papier quand même assez intéressant. On a le paper ici aussi, SW Rebench, qui a été publié ici sur Cornell University. J'aime beaucoup le concept qu'il a fait juste ici. Donc ici, on a tous les tests. On peut voir aussi la puissance de Claude Code comme IDE avec son système prompt par rapport à lancer juste Claude Code Opus. Si tu lances juste Claude Opus 4.6, tu as des moins bons résultats que si tu lances avec Claude Code.
CQF2 et what the fuck, lol, c'est quand même intéressant comme résultat. Ah, je sais, je pars en vrille tout de suite. Mais voici un petit peu les trucs. Et si on continue de lire un peu le tweet... Attends, je t'arrête 2 secondes pour te montrer cette masterclass. Tu peux accéder à cette formation pour Setup, Cloud Code, ma configuration sur Windows macOS et apprendre plusieurs choses sur l'IA qui vont être essentielles comme le fonctionnement des agents et j'en passe. Pour ça, il te suffit d'aller sur mlv.sh/fa comme ceci sur n'importe quel navigateur et tu vas directement arriver sur cette page, tu vas pouvoir t'inscrire et accéder directement à tout ça 100% gratuitement. N'attends pas, inscris-toi tout de suite et maintenant on peut reprendre la vidéo. Voilà, donc on a les chiffres avec Cloud Code qui a des meilleurs résultats ici sur Rebench. Minmax, il a 80%, avec le nouveau test, il a 39%. Opus, il passe de 80 à 51% et donc là, on a un écart de 12 points qui était avant invisible. Et donc lui, il a son propre opinion qu'il faut encore un peu mitigé. Il copie, il ne rivalise pas. La Chine a toujours été forte pour copier, smartphones, réseaux sociaux. Maintenant l'IA, sauf qu'en IA, tu ne peux pas juste copier. Il faut du compute, du talent et de l'infra. Les labs chinois ont moins de tout ça, moins de financement, moins de GPU, moins de talent. Donc ils trichent et ils font ça. Bon, ça c'est une opinion de David et ce n'est pas... ce que moi je dis, j'en sais rien de qu'est-ce qu'ils font. Hein. Le mec de Minimax, ça a l'air d'être très sympa. Il répond même à mes tweets. Donc je pense qu'il fait des recherches sur le nom de son modèle pour venir le défendre. Ce qui est quand même marrant. Et un autre conseil, arrêtez de lire benchmark, utilisez les modèles. Bon, c'est pour ça que je sais que vous aimez bien ces vidéos. Hein. Elles font toujours des bons résultats, 6,7 vues, 5,3 vues, de manière assez consistante. Tout simplement parce que vous aimez bien avoir d'autres tests que la hype des réseaux sociaux et c'est un peu aussi ce que j'essaie de faire, c'est juste les tester sur mes benchmarks que personne connaît à part moi qui m'éclate. Faudrait que j'en crée plus, ce serait très drôle sur des petites apps. Si vous avez des petites idées de benchmark et vous écoutez, je kifferais faire un petit peu un benchmark francophone officiel du futur. Moi j'adore tester ces modèles, ça me fait vraiment kiffer, donc voilà. Voici un petit peu les informations qu'on a pu avoir et j'espère que cette vidéo elle t'aide à y voir un peu plus clair, à comprendre aussi le concept des benchmarks. Il faut savoir, j'avais écouté un podcast avec un labia, mais c'est un vrai challenge pour ces labia en fait de garder le secret des benchmarks parce qu'à partir du moment où les données sont révélées, les entreprises investissent dessus. Pourquoi est-ce que les entreprises font ça avec les benchmarks? Tout simplement parce que ça augmente leur valuation. OpenAI fait la même chose, hein. Qu'on soit clair, il n'y a pas de magie. Anthropic fait sûrement la même chose, OpenAI fait sûrement la même chose, Gemini fait sûrement la même chose. C'est juste un moyen de lever plus d'argent. Quand tu arrives premier de SWE Bench, tu gagnes de l'argent. Des entreprises te choisissent. Je pense qu'il y a des entreprises, tu vois, qui se lèvent, disent c'est parti, ou des gens commencent à utiliser ton API, tu commences à faire facturer l'inférence. Tous les outils IA utilisent de l'inférence. Si c'est toi qui récupères les coûts de l'inférence, c'est toi qui gagnes ce combat-là, en fait. Donc, c'est ça qui est vraiment très intéressant. Écoutez, en tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé et ce que vous avez découvert. Si je vous ai appris un truc, ça me ferait vraiment plaisir. Bazardez les commentaires, enfin, bombardez les commentaires. Ça me fait plaisir de vous lire et on se dit à bientôt.